Début ce mercredi à Kinshasa des travaux de la 10e session de la grande commission mixte RDC-Angola, des assises qui abordent les thématiques de coopération régionale en différents axes. Frappée par un terrible incendie la semaine dernière, la place Pakajuma à Kinshasa devrait être délocalisée dans les prochains jours à Nsele. Une décision du ministre des Affaires sociales et le gouverneur de la ville qui se sont rendus sur place pour constater les dégâts. En sport, V-Club s'est offert de nouveau le derby de Kinshasa en battant son éternel rival, le dernier club Motema Pembe, sur le score étriqué d'1-0. À Lubumbashi, Mazembe a étrié Don Bosco sur le score 3-0 et Bazano a encore courbé les chines face à Lubumbashi Sport. Et coup d'État au Soudan, l'Union africaine a suspendu le pays de toutes ses instances. Il s'agit d'une correspondance qui nous est arrivée dans la soirée que vous découvrez dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme annoncé lors de la réunion du 25e Conseil de ministres, les travaux de la 10e session de la grande commission mixte RDC-Angola se sont ouverts ce mercredi à Kinshasa par le ministre de l'intégration régionale. Ces travaux abordent les thématiques des coopérations régionales en 4 axes, notamment la politique, la diplomatie, la défense et la sécurité. Grace Salambo Ankoni a assisté à ce premier jour. Que vive la coopération entre nos deux pays. Après la 9e session qui s'est tenue en décembre 2009 à Luanda, Kinshasa abrite les travaux de la 10e session de la grande commission mixte RDC-Angola. Les experts congolais et angolais vont tabler sur les thématiques de coopération regroupées en 4 axes, dont l'axe politique, l'axe économie, l'axe défense et sécurité et l'axe socio-culturel. Rendant un vibrant hommage au président congolais Félix Tshisekedi et au président angolais Joao Lorenzo, le ministre congolais de l'intégration régionale Didier Manzenga Mukanzu a appelé les hauts fonctionnaires et experts de 2 pays à ne ménager aucun effort pour aller en profondeur sur ces thématiques de coopération. Le chef de l'État congolais compte sur le concours de ses partenaires bilatéraux et multilatéraux, parmi lesquels votre magnifique pays, la République d'Angola, avec lesquels la République démocratique du Congo partage des liens d'amitié et de fraternité, se trouve être en bonne place. De son côté, le ministre angolais des Relations extérieures a émis le vœu que ces travaux de 3 jours s'ébouclent sur une note de satisfaction. Plusieurs observateurs attendent également de ces travaux des bonnes résolutions concernant l'expulsion des Congolais vivant en Angola. Après l'investiture des membres de la CENI, les 17 pays de la communauté internationale regrettent le manque de consensus dans la désignation. Ils l'ont fait savoir dans une déclaration conjointe. Ils encouragent les parties prenantes à se concerter en vue d'assurer la crédibilité et le bon déroulement du processus électoral. La nouvelle équipe dirigée par Denis Kadima a prêté serment devant la Cour constitutionnelle dans un contexte un peu tendu. Ce qui a poussé les 17 pays de la communauté internationale d'exprimer leur regret dans une déclaration conjointe. Ils disent, je cite, s'agissant de la désignation de l'ensemble des membres de la CENI, les 17 membres de la communauté internationale notent à regret que les parties prenantes ne sont pas parvenues au consensus, qui constitue un élément important pour renforcer la confiance à l'égard du processus électoral à venir. Ils appellent dès lors les autorités compétentes à rechercher l'adhésion de tous les acteurs concernés, notamment les partis politiques et la société civile, au processus électoral et à renforcer leur confiance en celui-ci. À cette fin, les prochaines étapes cruciales incluront la révision de la loi électorale qui doit renforcer les mécanismes de contrôle et de transparence, le lancement effectif du processus d'identification et d'enrôlement des électeurs, ainsi que l'établissement d'un budget idoine et d'un calendrier électoral respectant les échéances électorales. La communauté internationale encourage la CENI à renforcer sa redevabilité et l'ensemble des parties prenantes concernées en vue d'assurer la crédibilité et le bon déroulement des futures élections.
Ils réaffirment leur soutien au gouvernement congolais pour l'organisation des élections transparentes, libres et inclusives dans les délais prévus par la Constitution. Ils saluent le souhait exprimé par le président de la République concernant l'observation électorale internationale et étudient les modalités pour répondre à son invitation à accompagner le processus électoral. Le ministre de l'Entrepreneuriat, Petites et Moyennes Entreprises, Eustache Mouanzi, a éclairé la représentation nationale ce mercredi sur la sous-traitance dans le secteur privé. Jean-Marc Kabound, qui a présidé cette séance, le premier vice-président de la Chambre basse, a annoncé pour lundi une mission d'enquête à ce sujet qui devrait être envoyée au Lualaba, au Haut-Katanga et à Kinshasa. Répondant aux préoccupations des députés nationaux, le ministre Eustache Mouanzi a abordé l'accès des petites et moyennes entreprises au marché des sous-traitances dans les secteurs privés et les rôles de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés. Le déploiement du cadre institutionnel du ministère dans toutes les 26 provinces du pays, avec en primeur un accent particulier sur l'opérationnalisation des infrastructures d'encadrement des entrepreneurs, à l'instar des incubateurs. L'accès des PME au financement à travers toute l'étendue du territoire national sur une base objective et non discriminatoire. S'agissant de l'accès des PME au marché des sous-traitances dans les secteurs privés, le ministre d'État Mouanzi a rappelé que la loi du 8 février 2017, bien que promulguée et publiée au journal officiel, n'a pas pu avoir ces 2 décrets d'application, lesquels n'avaient toujours pas permis sa mise en œuvre sous le terrain. À la suite de 2 recours introduits par la FEC et le groupe d'ambassadeurs des 19 pays et la délégation des l'UE, le gouvernement congolais avait décidé en Conseil des ministres d'ouvrir des concertations sur les mesures d'exécution de la loi. Et à l'issue de ces concertations, un compromis a été dégagé entre les parties prenantes sur bien 2 points qui étaient au centre de controverses. Quant à l'accès des PME au financement, le ministre d'État estime qu'il y a un distinguo à faire entre le lancement mobilisé dans le cadre du programme d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises et les financements des PME à l'aide du FOGEC. Satisfait de l'éclairage fait par le ministre d'État Eustache Mouanzi, l'auteur de la question orale avec débat, les députés Paul Ilunga Nkulu a néanmoins formulé quelques recommandations, dont l'installation des succursales de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés dans toutes les provinces. Descendue dans la rue ce mercredi, la population de Lusambo, dans la province du Sankuru, a manifesté pour soutenir l'Assemblée provinciale à examiner la motion de défiance contre le gouverneur. Une marche qui intervient 2 jours avant la plénière devant débattre sur cette motion signée déjà par 18 députés sur les 25 que compte cet organe délibérant. La même population qui l'avait soutenu dans sa course pour le gouvernorat en mai 2019 est descendue dans la rue ce mercredi et a assiégé l'Assemblée provinciale du Sankuru pour réclamer son départ. Scandant des chansons, Badépité Boloba, Stéphane Toboïé, les manifestants brandissaient des pancartes où l'on pouvait lire « Mukumadi rien n'est fait au Sankuru, IGF cordial bienvenue » ou encore « Mukumadi, nous qui t'avons élu, nous ne voulons plus de toi ». Un véritable ras-le-bol d'une population révoltée contre son jeune gouverneur, pourtant hier beaucoup adulé. Cette marche de réclamation du départ de Mukumadi intervient des jours avant la plénière à l'Assemblée provinciale du Sankuru, devant débattre sur la motion de sa déchéance, signée déjà par 18 députés sur les 25 qui compte cet organe délibérant. La population qui est descendue dans la rue reproche au gouverneur non seulement de n'avoir rien fait pour la population qu'il a transformée en sa boutique en dirigeant toutes les recettes tout droit dans sa poche, mais aussi son affairisme dans l'achat des diamants. Les députés mentionneurs, quant à eux, lui reprochent de l'incompétence notoire et les détournements des deniers publics. Il faut noter que récemment, dans son intervention à l'Assemblée nationale, le député national Emery Okunji a appelé au contrôle et à la sanction de la gouvernance de Joseph Mukumadi. Et pour en parler, nous avons abordé un juriste, mais il est également notable de la province du Sankuru, Monsieur Armand Lekeka. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur. Comme j'ai dit tout à l'heure, on va évoquer un aspect plutôt technique. Remontant dans le passé, le gouverneur Mukumadi n'a pas été investi par l'Assemblée provinciale. Est-ce qu'il peut être déchu par cette Assemblée provinciale ? Que je sais, c'est une question technique réellement. Monsieur Mukumadi était élu par l'Assemblée provinciale,
investi par l'ordonnance du chef de l'État et qu'il a déjà commencé à poser des actes comme gouverneur qui ne peuvent jamais lui permettre de s'échapper au contrôle parlementaire ou au contrôle de l'Assemblée. Donc il peut être frappé par tout acte de l'Assemblée puisqu'ils l'ont élu. Mais quand il faut y réfléchir pour la mise en administration du gouverneur et de son gouvernement, puisque le gouvernement provincial est très différent du gouvernement national, puisqu'au sein du gouvernement provincial, nous avons les élus et les non-élus, et que les élus sont investis par l'ordonnance du chef de l'État, et que les non-élus doivent être investis par la présentation du programme du gouverneur. C'est pour cette raison qu'on parle du gouvernement provincial est composé de gouverneurs, vice-gouverneurs et les ministres. Mais les ministres ne sont pas des élus. Alors, autre chose, autre fait technique, c'est que le bureau de l'Assemblée provinciale est également visé par une motion de défiance. Est-ce qu'il y a moyen, qu'en même temps visé, de faire tomber le gouverneur? Non, la pétition en question était déjà épuisée. La pétition qui a visé les membres du bureau était déjà traitée et était déjà vidée quant au fond et quant à la forme, puisqu'il y a eu une plénière qui a été même confirmée de sa régularité par la Cour administrative d'appel du Sankourou, tenant compte de la validité déjà de ces résolutions qui ont sanctionné l'examen de pétition. Les bureaux définitifs qui est aujourd'hui en place a le pouvoir et la compétence de gérer les affaires, d'appeler le gouverneur à se défendre devant n'importe quelle action. Donc, le bureau actuel a le pouvoir, a la compétence et est en régularité d'appeler le gouverneur et de poser les actes, puisque la pétition en question, qui a fait allusion à, qui a frappé quelques membres du bureau, a été déjà vidée quant à son fond et quant aux formes. Alors, il y a autre chose, c'est que le gouverneur a réagi. Notamment, il a écrit au président de l'Assemblée provinciale. Vous avez pensé quoi? Quelle lecture faites-vous de sa réaction, de son état d'esprit? Ce sera la dernière question. Ce qui est beaucoup plus constaté dans la correspondance du gouverneur, ce qui nous achante personnellement, c'est qu'il y répond d'avoir accusé réception de l'invitation de l'Assemblée. Il dit « j'accuse bonne réception de votre invitation ». Et qu'en invitant, en accusant bonne réception, il refuse de comparaître devant le bureau, se faisant partie prenante du conflit interne de l'Assemblée, pour dire qu'il y a un bicéphalisme dans l'Assemblée et que lui ne voudrait pas venir répondre à l'invitation devant le bureau qui est sous pétition. C'est-à-dire que c'est de l'immaturité politique. Pourquoi? Puisque le bureau de l'Assemblée, régi aujourd'hui par la régularité d'une ordonnance en référé constat, est régulier et régulièrement installé. Il ne revient pas au gouverneur de province d'écrire, d'abord en recevant une invitation sur la défense d'une motion, écrire, faisant référence à des décisions inexistantes, que je ne veux pas comparaître, puisque au milieu de vous, là, au niveau de l'Assemblée, il y a quelques députés qui soulèvent la tête ou qui ne veulent pas de vous. Non, ça ne revient pas au gouverneur de province, c'est à lui d'aller répondre. Et comme il a refusé dans sa correspondance, la procédure sera respectée pour que la motion soit examinée valablement et que le peuple du Sankourou tire substance de cette motion pour, comme vous avez constaté, dans la liesse qui a frappé toute la population ce jour. Merci beaucoup, M. Armand Lokeka, pour toutes ces informations. Merci beaucoup. Quelques jours après l'incendie qui s'était déclaré dans le quartier populaire, ou plutôt le site communément désigné Pakadjouma et Kawele à Limete la semaine dernière, Modeste Mutinga, le ministre des Affaires sociales et le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila, se sont rendus sur place et ont annoncé qu'un plan de délocalisation pour la commune de Lantsele est prévu. Cette visite de compassion s'est inscrite dans le cadre de la solidarité nationale impactée par le président de la République, Félix Tshisekedi. Les ministres des Affaires sociales, Modeste Mutinga, et le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila, ont décidé unanimement, après concertation, de délocaliser les occupants de 2 sites situés le long de la voie ferrée, à savoir Pakadjouma et Kawele, vers le site Langalanga dans la commune de Lantsele. Ansou, Ngobila et Mutinga ont essuyé les larmes de ses compatriotes qui ne savaient plus à quel sens se vouer après la nuit cauchemardesque vécue le vendredi 22 octobre, au cours de laquelle leur maisonnette était partie en fumée. Les chefs de l'exécutif provincial a soutenu
que c'est une décision concertée avec le gouvernement Samalou Condé pour mettre définitivement à l'abri ces Kinois, surtout avec le projet de relance du trafic ferroviaire, lesquels visent la réhabilitation imminente du chemin de fer qui passe par les sites Pakadjouma. Tata Mokondi azwaki ndingisa tokozongisa train urbain. Le chef de l'État avait pris la décision pour relancer le train urbain afin de permettre aux Kinois de se déplacer sans inquiétude partout dans la ville à un coût abordable. De l'est à l'ouest, du nord au sud, Mutinga et Ngobila ont rappelé la décision prise en 2000 par les présidents Laurent Désiré Kabila en faveur de sinistrés de Makelele délocalisés à Kinkole dans la commune de Lantsele et d'ajouter qu'ils seront bientôt propriétaires de parcelles du Mont certifiées par l'hôtel de ville sur décision du gouvernement central. À l'inspection générale des finances, le chef des services a échangé sur la bonne gouvernance avec l'ambassadeur japonais en poste à Kinshasa. Jules Nguete, qui est le flambeau de cet axe du combat du président de la République, a été la personne ressource idéale pour le diplomate. L'inspecteur général de finances, Jules Nguete, a reçu dans son bureau de travail ce mercredi 27 octobre l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon, Hiro Minami. Avec ce diplomate japonais, il était question de la bonne gouvernance qui constitue à ces jours un préalable important pour l'intensification de la coopération avec la RDC. Lors des discussions entre les deux personnalités, à savoir le numéro 1 de l'IGF et le représentant du pays du Soleil Levant, la numérisation des opérations financières de l'État en recettes comme en dépenses et la transparence totale ont constitué l'essentiel de cette rencontre. Il est venu s'enquérir du travail de la lutte contre la corruption, les malversations et les détournements, bref l'impunité, que l'inspection générale des finances mène sous la houlette de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Nous lui avions démontré le travail qui est en train d'être fait, notre programme et la volonté du Président de la République d'intensifier le travail de la lutte contre l'impunité dans notre pays. Vous savez, c'est très important avec les partenaires internationaux. Ils sont très intéressés à tout ce qui se fait dans le cadre de la bonne gouvernance. Personne ne peut accepter de vous accompagner en termes de conseils, en termes de moyens, si vous-même vous ne voulez pas implémenter la bonne gouvernance. Pour l'ambassadeur du Japon, après avoir félicité l'IGF, il a souligné que le travail effectué par cet organe de contrôle et d'audit supérieur mérite l'accompagnement de son pays. Je viens ici pour demander à l'inspecteur général de renforcer ses efforts et aussi le Japon restera à côté de l'inspection générale qui lutte contre la corruption. En outre, l'ambassadeur du Japon a insisté et demandé à l'IGF de surveiller de près la paie de certains fonctionnaires de l'État qui est détournée par le service gestionnaire. Les discussions entre le gouvernement et l'intersyndicale nationale de l'administration publique se poursuivent. Mardi, le vice-premier ministre a exhorté les participants à Bibois à plus de responsabilité et de patriotisme pour adopter des résolutions qui permettront l'amélioration des conditions des agents publics de l'État. Dans un climat de paix, les travaux de la commission paritaire se sont poursuivis à Bibois dans la commune de Lantsele dans les groupes thématiques. Déterminé à voir ces assises connaître une réussite totale par l'adoption des résolutions visant l'amélioration des conditions sociales des agents publics de l'État, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou Ebouakalo Kolamangalibana, a effectué les déplacements du village Vénis à Bibois pour donner des orientations dans le but d'une bonne tenue des travaux de la commission paritaire gouvernement intersyndical national de l'administration publique. Séance tenante, les mandats de tous les participants ont été validés et ces derniers ont été exhortés par le VPM à la responsabilité, patriotisme, réalisme et pragmatisme pour des résolutions qui permettront l'amélioration salariale des agents publics de l'État. J'émets le souhait que vos échanges se déroulent dans le respect mutuel, dans une ambiance de fraternité. Il n'y a pas de guerre entre bancs, entre camps. Nous sommes dans le même bateau. Réfléchissez sur comment nous pouvons agir pour améliorer
les conditions de travail, les conditions sociales des agents de l'État, en tenant compte évidemment des contraintes d'ordre budgétaire et puis en se projetant dans l'avenir. Débuté le lundi dernier à Kinshasa, les travaux de la commission paritaire banque syndicale gouvernement de la République démocratique du Congo prendront fin le 29 octobre avec comme autre résultat attendu la révision des cadres organiques de la fonction publique de la République démocratique du Congo, déjà trop vétuste. 11 éléments Codeco ont été neutralisés mardi par les FARDC. L'attaque visait le camp de l'armée dans le groupement de Péni, dans le territoire de Djougou, au nord de la ville. On en parle avec le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de l'armée sur place. Nous confirmons et nous vous informons que le bilan s'est alourdi encore ce matin. De 11 à 18 morts du côté ennemi, neutralisés de manière légale et légitime par les forces armées lors d'une contre-offensive sur une coalition et qui ont mené une attaque sur notre position. Lui, il parle de quel bilan? Il parle des opérations. Est-ce qu'ils étaient là dans les opérations? Moi, nous vous informons sur les opérations. L'ennemi a lancé une attaque sur une de nos positions. Okay. Et lors des opérations, nous avons enregistré ces bilans. Okay. Et des armes et des munitions de guerre récupérées par les forces armées. Nous protégeons les civils et nous protégeons leurs biens. Voilà notre mission et notre combat. C'est un combat noble que nous combattons depuis l'état de siège, même bien avant. Mais ici, nous sommes en face des ennemis qui ont des armes. Et notre objectif, c'est détruire cet ennemi. Ce n'est pas la population, je ne sais pas. Et je ne peux pas même faire allusion de cela. Et nous avons neutralisé hier 11 éléments de groupes armés et 3 armes de type AK-47 récupérées, 7 blessés vus dans un centre de santé. Ils sont en train de suivre le soin. Et nous disons des opérations, nous ne disons pas. Et si les civils ont été tués, comprenez que c'est l'ennemi qui a toujours tué les civils ici et partout ailleurs. Comme ça, et comme l'ennemi a tué à Ita-Barrière, vers l'OPA, il a voulu réitérer son action méphistophélique sur la population au niveau de Katoto, et les forces d'armée ont sauvé des vies. Et nous sauvons de vies, nous ne tuons pas. C'est l'ennemi qui tue. Voilà la raison pour laquelle nous les combattons. Le chef de l'exécutif provincial du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dima, a visité la société Nuru qui produit et distribue le courant électrique à Goma ce 20 octobre. Une visite qui rentre dans le cadre du partenariat public-privé. L'autorité a été séduite par cette société capable de desservir 3000 ménages en énergie électronique sans interruption. Le gouverneur militaire du Nord Kivu a visité les installations de la société Nuru ce 26 octobre 2021. Cette société de production et distribution d'énergie électrique dans le cadre du partenariat public-privé dessert 1000 ménages à Goma. Pourtant, elle a une capacité pouvant desservir au moins 3000 ménages. Nous sommes 4000 panneaux ici, mais aussi nous avons le stockage intelligent et aussi les systèmes thermiques pour assister nous avec les bons couvrages de notre client. Merveillé, c'est dit le chef de l'exécutif du Nord Kivu qui a visité la station de captage des radiations solaires, ses chambres de température, les stockages d'énergie et autres. Le projet Nuru, c'est un projet à encourager. Hier, j'ai reçu le DG à mon bureau. Il m'en a parlé. Tout de suite, j'ai mordu à ce projet et j'ai tenu à visiter leurs installations aujourd'hui. Peut-être demain, pourquoi pas étendre ce projet pour les autres agglomérations, nous citons dans le Grand Nord, Béni et Butembo. Vous savez, nous, aujourd'hui, les agglomérations tout au long de la route du Grand Nord, jadis c'était des petits villages, mais aujourd'hui vous pouvez compter vraiment des cités, pourquoi pas des villes. Et ces partenariats tombent à mieux pour que nous répondions aux besoins de notre population qui attend. Vous savez que l'énergie
est vraiment l'intrant important pour le développement. Le gouverneur militaire, lieutenant-général Constant Dima Kongba, a été accompagné sur terrain par son conseiller principal en charge des infrastructures, M. David Kamoua Mousoubao. La directrice pour le secteur agriculture et développement durable de la Banque mondiale, Shoba Shetty, séjourne au Sud Kivu, où elle est à la tête d'une mission mixte gouvernement et experts de cette institution financière. Il s'agira d'évaluer l'état d'avancement dans la mise en œuvre du projet Picagel dans cette province. La délégation de la Banque mondiale, conduite par la directrice pour le secteur agriculture et développement durable au sein de cette institution financière, Shoba Shetty, a effectué une visite de haut niveau au Sud Kivu. Objectif, palper du doigt les avancées enregistrées à ce jour dans la zone d'intervention du projet Picagel dans la province du Sud Kivu. C'est ainsi que cette mission s'est de prime abord rendue à Katana, dans le territoire de Kabaré, où elle a visité une ferme d'un éleveur appuyée par le projet Picagel. Sur place, la délégation a visité les taureaux pour la production du lait, les lapins, les cobayes, les chèvres. Le bénéficiaire a présenté aux visiteurs toutes les réalisations en 2 ans et n'a pas tari d'éloge au projet Picagel. Au centre commercial de Kavumu, qui a constitué la 2e étape de ce périple, cette mission a visité une pharmacie vétérinaire. Sur place, la directrice a eu toutes les explications sur le fonctionnement de ces médicaments. Par la suite, la délégation s'est rendue sur l'axe routier Amsar-Birava pour s'imprégner de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation de cette route. Il faut dire que l'heure est à la construction des dallos, puis suivra les ponts. Au centre-ville de Bukavu, la délégation a visité un point de vente du riz Nyange. Des avancées significatives ont été constatées et qui font espérer à une probable prolongation du projet pour le bien-être de la population sud-kivusienne. Auparavant, la délégation s'est entretenue avec le gouverneur Théo Ngwabi Djekasi, qui a salué les niveaux d'échange, car lui-même étant un acteur clé dans les plaidoyers pour que les projets soient prorogés afin d'arriver au terme des différents travaux en cours de réalisation. Le gouvernement provincial du Olomami tient à développer son secteur touristique conformément à la vision du gouverneur Kabamba Ilunga. C'est ce qui justifie cette séance de restitution de la semaine congolaise du tourisme qui s'est déroulée récemment au Lualaba. La presse, la jeunesse et les forces vives ont réfléchi sur la politique à mettre en œuvre pour booster ces secteurs porteurs de croissance. Après sa participation à la semaine congolaise du tourisme tenue à Kolwezi dans les Lualaba, la province du Olomami, sous l'impulsion du gouverneur ad intérim Kabamba Ilunga Batame Alani, matérialisant la vision en matière touristique, le ministre des tutelles Arsène Moukadi Kintuntanki a organisé une séance de restitution de la participation de la province à cette fête touristique devant la presse, la société civile, la jeunesse et les forces vives. À l'en croire, la moisson est grande, l'image du Olomami est vendue positivement. Résultat, c'est l'attractivité des investisseurs qui veulent mettre les moyens pour accompagner le gouvernement Kabamba Ilunga Batame Anani. En suivant cette manifestation, que notre frère Kayembe Tishentemba a décidé de fouler les sols de ses ancêtres et d'y investir. Je peux vous dire que la liste est longue. Il y a par exemple un investisseur qui est prêt à mettre dans un premier temps jusqu'à 65 millions de dollars pour notre cuivre. Au mois de novembre prochain, quelques-uns de ces investisseurs vont fouler les sols de Kamina afin d'entamer les premières discussions avec notre gouvernement provincial. Le Olomami, dans son hospitalité, veut offrir aux investisseurs un espace pour la promotion de leurs activités. Cet échange avec toutes les couches de la province a permis de baliser les chemins vers l'ouverture du Olomami dans les mondes d'investissement à travers une politique inclusive où le bien-être est assuré. Vision du gouverneur ad intérim Kabamba Ilunga Batame. Le gouverneur de la province du Haut-Uélé reste déterminé à construire la route qui va mener la chute Nadumbe. Le week-end dernier, il a effectué des visites d'inspection des différents sentiers susceptibles de lui permettre d'arriver à réserver l'énergie, non seulement dans cette région.
accompagné du chef de la chefferie Balika Toreko, Prosper Mangoukele, le gouverneur du Haut-Tuélé, foule le sol de Gatoa sous les applaudissements des habitants qui n'ont jamais vu une autorité de ce rang. Mais malgré cette ambiance électrique, Christophe Basséné-Nonga poursuit son chemin jusqu'ici à Yassoa pour y explorer les possibilités de créer une route censée conduire dans cette chute naturelle de Nadoumbé. Après avoir glané quelques informations susceptibles de le conduire à ce site naturel, l'autorité provinciale rebrousse chemin en vue de rencontrer cette marée humaine qui a dans l'entretemps bloqué le passage pour l'exiger à communiquer. Lokola na komi na Gatoa, avana kotma na Gatoa eko zala ndenge moko te après ki na komanga. Nalingi ke to fete bonne année na tozo komaka na Nadoumbé. Na promettre bino 2 semaines na koya na mutu kote na koya na bis pour na kolakisa bana Gatoa que chef de l'état atindeli bango ba bis. Juste après cette expédition, le voilà mobiliser la redoutable SGU qui a depuis déployé son arsenal d'engins en vue de rendre accessible cette chute, considérée comme l'avenir énergétique non seulement du Haut-Tuélé, mais aussi de toute la sous-région. Pourtant alliés, l'Union pour la démocratie et le progrès social et le Rassemblement des démocrates tshisekidistes veulent tous être dans la course pour le gouvernorat du Kasaï oriental. Eric Ngalula Ilunga, l'un des candidats de l'UDPS à ce poste, a tenu à faire le point sur cette situation devant la presse locale de Mbujimayi ce mercredi. D'entrée de jeu, le candidat Eric Ngalula Ilunga a dévoilé son plan d'action. 15 axes prioritaires pour la province du Kasaï oriental s'il est investi par son parti UDPS et élu gouverneur. La paix et la sécurité sur toute l'étendue de la province du Kasaï oriental. L'homme avec grand H sera au centre de la gestion de la province. L'agriculture, l'élevage et la pêche, c'est la priorité des priorités parce que nous avons des terres arables. Le chef de l'État a dit au début de son mandat qu'il y aura la revanche du sol sur le sous-sol. Autant IDPS est dans la course pour le gouvernorat du Kasaï oriental, son principal allié, les rassemblements des démocrates tshisekidistes RDT, ayant certainement pris goût du pouvoir, compte tenter sa chance. Inacceptable, selon Eric Ngalula Ilunga. Le RDT, je le soutiens, doit garder le poste de vice-gouverneur de province. Les titulaires, c'est l'UDPS. Il faut arrêter de s'agiter. Hein? Vous êtes la deuxième force politique. Il faut prendre le vice-gouvernorat et se calmer. Si on était fort, je vais chuter par là. Pourquoi dans toute la République, les élus ne sont sortis qu'ici à Mbujimayi? Pourquoi? Moi, j'aurais voulu que les gens bombent leur petite poitrine s'ils avaient des élus à Kinshasa, s'ils avaient des élus à Lubumbashi, et puis vous allez parler. Vous parlez alors que cette force-là vient d'ici. Et vous voulez faire la loi ici. C'est inacceptable. Notons que l'élection des nouveaux gouverneurs pour la province du Kasaï oriental est fixée au 3 décembre prochain. Désignation et nomination de membres de la CENI, grève des enseignants entraînant le bras de fer entre les confessions religieuses et le gouvernement. Ce sont là les différents sujets qui ont été au centre des échanges entre les Quinois et quelques professeurs des universités sur initiative de la nouvelle élite congolaise Noveco. Objectif, donner la meilleure analyse possible à la population pour éviter les controverses. En dépit des multiples oppositions au sujet de la désignation et nomination de membres de la Commission électorale nationale indépendante, ainsi que la grève des enseignants de l'EPST, la famille politique du chef de l'État continue de réitérer son soutien au gouvernement de la République démocratique du Congo et à la nouvelle équipe de la CENI que dirige Denis Kadima. Ce constat a été fait au cours d'une conférence de presse organisée par l'ASBEL Nouvelle Vision de l'élite congolaise. Parmi les intervenants à cette conférence, le professeur Jean-Dédier Miningou, secrétaire national de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux et conseiller du président de la République. Pour lui, le seul moyen pour atteindre les objectifs fixés en 2023, c'est de se mettre ensemble. Les critiques que les gens formulent vis-à-vis du gouvernement, ce n'est pas parce qu'il y a telle situation de mauvaise gouvernance, mais c'est parce que, pour la plupart, les gens qui vivaient des contributions de parents ont perdu leurs intérêts. Mais c'est un prix à payer. Parce que pour les intérêts des individus,
Vous ne pouvez pas sacrifier des millions d'enfants de la République démocratique. Et les enfants vont retrouver les chemins d'école dans les plus brefs délais. Et nous ne reviendrons plus sur ça. Les parents ne prendront plus les enseignants en charge. De son côté, le professeur André Mbata, président de la commission paritaire, ajoute qu'il y a aussi nécessité de dire non au tribalisme. Ce que nous demandons à notre peuple, c'est qu'il ne cède pas à la distraction. Nous avons tous comme pays ce Congo que nous devons protéger. Et notre peuple veut les élections libres et transparentes, régulières dans le délai constitutionnel. Et l'équipe dirigée par M. Denis Kadima est à mesure de nous amener à ces élections-là. Pour l'heure, les combats de l'Union pour la démocratie et les progrès social restent le social des Congolais, selon ces cadres du parti du feu Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Et parlant de Lualaba, quelle solution pour régler les conflits entre les industriels et les artisanaux dans l'exploitation des carrés miniers au Lualaba? Voilà la raison de la rencontre du collectif des exploitants artisanaux opérant dans les carrés miniers de la province et la ministre nationale des Mines. Ce mardi 26 octobre, des représentants des coopératives creuseurs artisanaux de Kolwezi, la capitale mondiale du cobalt, sont à Kinshasa, la capitale politique de la RDC. Avec la ministre nationale des Mines, Antoinette Samba, ils échangent sur les problèmes qui rongent le secteur minier artisanal au Lualaba, leur province. Le problème majeur, c'est que l'exploitation minière artisanale dans notre province est caractérisée par des tensions sociales. La mobilité de l'exploitation artisanale aujourd'hui évolue dans des zones de fait et non pas des droits. Et à cela, au lieu de trouver une solution qui est vraiment tranchée, nous avons souhaité qu'il y ait un cadre de concertation. Cet article dispose qu'en cas de conflit, les propriétaires de concessions peuvent superposer leur permis d'exploitation au profit des creuseurs. Chez MAF à Mutoshi, dans cette province, est une des sociétés minières au Lualaba qui l'a appliqué. Qui est une révisitation de la distribution des carrés miniers qui aujourd'hui fait l'émanation du secteur industriel. Tous les carrés miniers sont destinés au secteur industriel. Alors l'exploitation artisanale est en train d'évoluer aujourd'hui dans des concessions de privés sans titre ni qualité. Au Lualaba justement, sur des centaines de carrés miniers, il n'en reste que quelques-uns sur lesquels les exploitants miniers artisanaux accèdent pour trouver leur pain quotidien. Sur les sites miniers encore aux mains de l'exploitation minière artisanale, des milliers d'exploitants y fourmillent. Si dans chaque site minier, le calme est apparent, la peur de déguerpissement hante les esprits des uns et des autres. Le code minier pour cette catégorie de la population n'est qu'un vestige de la littérature. La ministre des Mines a été à l'écoute des représentants des coopératives. L'Union africaine a suspendu avec effet immédiat la participation de la République du Soudan à toutes les activités de l'UA jusqu'à l'établissement effectif d'une autorité civile de transition, ceci étant le seul moyen de permettre au Soudan de sortir de la crise actuelle, a annoncé le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sur son compte Twitter. Cette décision intervient 4 jours après le début de la répression meurtrière de la contestation par les militaires soutenus par la coalition saoudo-émirati ainsi que l'Égypte qui a fait au moins 108 morts et plus de 500 blessés selon le comité des médecins. Allez, on finit avec du sport. En Vodacom Ligue 1, V Club s'est offert de nouveau le derby de Kinshasa en battant son éternel rival, le dernier club Motema Pembe, sur le score étriqué d'1-0. L'unique but des Dauphins Noirs a été marqué par Merveille Kikassa à la 35e minute de jeu. À Lubumbashi, Mazembe a étrié Don Bosco sur le score de 3-0. Bazano a encore courbé les chines face à Lubumbashi Sport. L'autre match de ce mercredi a vu l'AC Rangers s'imposer face à l'Étoile du Kivu. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Début ce mercredi à Kinshasa des travaux de la 10e session de la grande commission mixte RDC-Angola, des assises qui abordent les thématiques de coopération régionale en différents axes. Frappée par un terrible incendie la semaine dernière, la place Pakajuma à Kinshasa devrait être délocalisée dans les prochains jours à Nsele, une décision du ministre des Affaires sociales et du gouverneur de la ville qui se sont rendus sur place pour constater les dégâts. En sport, V-Club s'est offert de nouveau le derby de Kinshasa en battant son éternel rival, le dernier club Motema Pembe, sur le score étriqué d'1-0.
À Lubumbashi, Mazembe a étrié Don Bosco sur le score de 3-0 et Bazano a encore courbé les chines face à Lubumbashi Sport. En Afrique, l'Union africaine a suspendu avec effet immédiat la participation de la République du Soudan à toutes les activités de l'UA jusqu'à l'établissement effectif d'une autorité civile de transition. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Merci également à l'équipe technique qui a contribué à l'élaboration et la réussite de ce journal. Vivez heureux, vivez 100 ans. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.